Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat sur cette 40e vidéo qui s'intitule Histoire politique, militaire et philosophique de la Grèce antique. Donc aujourd'hui on commence une série de vidéos sur la Grèce antique et la première vidéo s'intitule Avertissement. Avertissement pourquoi? Tout simplement parce que cette première vidéo va être l'occasion de parler d'un certain nombre de biais idéologiques dont j'ai déjà pu parler, mais que je vais rappeler là pour l'occasion de cette série de vidéos sur la Grèce antique. Alors, une des raisons pour laquelle vous pourriez avoir intérêt à regarder ces vidéos-là est la suivante. La première raison, je dirais, je l'ai déjà évoqué, c'est que quand on est au lycée, on appelle une personne qui est au lycée un élève. Pourquoi? Parce qu'un élève, c'est quelqu'un qu'on va essayer d'élever intellectuellement. Pourquoi est-ce qu'on essaye de s'élever intellectuellement? Tout simplement parce que plus on est élevé intellectuellement, et moins on tombe dans les pièges. Peu importe de pièges, que ce soit des arnaques au quotidien ou des pièges plus complexes, intellectuellement plus compliqués. Et pour éviter de tomber dans tous ces pièges, eh bien, on essaye de s'élever intellectuellement. Bon, ça, c'est l'idée du lycée. Donc, première raison pourquoi vous pourriez avoir envie d'en savoir beaucoup plus sur la Grèce antique et ce qu'on a appelé habituellement l'origine de l'Occident. Eh bien, tout simplement pour savoir exactement quels sont les détails, chaque détail de ce qui s'est passé durant ce temps-là. La deuxième raison, elle est très simple, c'est que plus on sait de choses dans la vie d'une façon générale, et plus on a confiance en soi. Et plus on maîtrise ces choses-là, et plus justement on a confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est comme le vélo, une fois qu'on l'a obtenu, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, et qui reste là, présent tout le long de la vie. Donc voilà un certain nombre de raisons pour lesquelles vous pourriez avoir intérêt à regarder ces vidéos, à savoir avoir confiance en vous quand vous parlez d'un sujet un peu plus sophistiqué comme la Grèce antique. Et puis le deuxième, ça peut être tout simplement voilà d'être moins bête et de moins tomber dans les pièges qu'on peut vous tendre, notamment certaines idéologies qu'on va calquer aujourd'hui sur les relations entre par exemple la Perse et les Athéniens ou la Perse et les Grecs pour dire voilà les relations entre l'Occident et l'Orient, ce qui n'est pas tout à fait juste et on verra ça dans le détail. Alors peut-être je fais une parenthèse, mais pour introduire l'idée des biais idéologiques, j'aime bien celui-là parce que c'est quelque chose qu'on a répété encore et encore. Est-ce que vous saviez qu'apparemment, hein, au Moyen Âge, il y avait ce qu'on appelait le droit de cuissage? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du droit de cuissage qui voulait, soi-disant, que les seigneurs, donc les seigneurs féodaux, donc les ducs, les barons, les duchesses, ceux qui ont un certain nombre de terres en dehors de Paris, eh bien, tous ces gens-là, ils avaient un certain nombre de droits positifs qui leur permettaient de faire un certain nombre de choses. Ils avaient soi-disant le droit de cuissage qui leur permettait d'avoir, à chaque mariage, d'avoir, si vous voulez, la virginité de leur serf qui allait se marier. Et, vous avez un très grand historien français qui s'appelle Jules Michelet qui racontait l'histoire du droit de cuissage pour expliquer que voilà, ces filles étaient amenées chez leur seigneur, que les seigneurs leur faisaient vivre mille et mille tourments, et qu'elles étaient souvent honteusement, après avoir été consommées, rendues à leur mari, etc., etc. Alors c'est très bien écrit, Michelet, mais c'est totalement faux. Le droit de cuissage n'a jamais eu lieu. Il paraît aussi d'ailleurs qu'il y avait un autre droit qui était marrant, celui-là c'est le droit de prélassement, qui autorisait un seigneur à découper à ouvrir les entrailles de son cerf, donc à l'ouvrir le ventre, pour mettre ses pieds dans les entrailles du cerf découpé en deux, parce que c'était le droit de prélassement qui voulait que le seigneur, quand il avait besoin de réchauffer ses pieds, avait le droit d'ouvrir un cerf en deux. Eh bien évidemment tout ça aussi c'est du bidon. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça et pourquoi est-ce que Michelet a été à une époque un grand historien? C'est parce que tout simplement, des personnes très influentes en France ont eu besoin de dire le plus de mal possible sur l'ancien régime. Donc l'ancien régime, c'est ce qui a lieu avant 1789, avant la prise de la Bastille, etc., etc. Et avant ça, on appelle ça l'ancien régime, et en quelque sorte le nouveau régime, qui est lui basé sur la République. Eh bien, comme il fallait mettre en avant l'idée de République et vendre la République comme étant le meilleur des systèmes à tout le monde, on a inventé tout un tas d'histoires qui n'ont jamais eu lieu, comme le droit de cuissage, le droit de tout ce que vous voulez, le droit de prélassement, pour dire qu'à quel point l'ancien régime, les nobles dans l'ancien régime étaient d'affreux personnages, et comme quoi c'est bien mieux maintenant, puisqu'on n'a plus le droit de cuissage, etc. Alors évidemment, on pourrait toujours dire, bon, ça n'a jamais existé, et même d'ailleurs l'Église réprimait les nobles qui se permettaient ce genre de choses, donc ça c'est la vérité historique. Maintenant, vous pouvez toujours me dire, oui, mais certains nobles qui se sont permis un certain nombre de choses avec leurs serfs, etc., eh ben je vous dirais, oui, bah les nobles qui se permettent ce genre de perversion, ou même qui sont des psychopathes et qui s'ouvrent
Ça peut être lieu ce genre d'histoire évidemment, mais ça reste très marginal, hein. Les nobles qui sont des véritables obsédés sexuels, des pervers ou carrément des psychopathes, c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre. Donc maintenant revenons-en à nos chers Grecs. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont vraies sur la société grecque et un certain nombre qu'il faut nuancer. Par exemple, sur la société grecque, on va vous dire ah mon Dieu mais c'est grec. En 2014, les Grecs qui ont vécu il y a 2500 ans, voire même plus, n'ont rien à nous apprendre parce que c'était d'horribles esclavagistes, parce que c'était d'horribles machos, parce que ce sont d'horribles des faux démocrates, etc., etc. Et maintenant, sur la base de ce genre de choses qu'on peut entendre, il faut essayer d'expliquer comment les Grecs percevaient un certain nombre de choses, parce que si on part du principe évidemment que les Grecs sont d'horribles barbares, en gros, eh bien on n'a rien à apprendre d'eux. Et moi je pense que c'est l'inverse, c'est des gens qui ont voilà une civilisation il y a 2500 ans, une grande civilisation, qui nous a apporté un certain nombre de philosophes qu'on va étudier, etc. Mais on pourrait commencer par dire oui, mais comme ces gens-là sont vécus il y a 2500 ans, c'était d'horribles barbares et des arriérés, et donc ils n'ont rien à nous apprendre. Donc la première chose que je dirais, c'est n'oublions pas que nous sommes actuellement en l'an 2014 les arriérés des hommes qui vivront dans 2500 ans, premièrement. Et puis deuxièmement, n'oublions pas que il faut arrêter de croire que les gens qui ont vécu il y a 2500 ans sont tous des barbares hystériques et des fanatiques religieux, des fous furieux et qui n'ont rien à nous apprendre. Ils ont évidemment plein de choses à nous apprendre et c'est pour ça que je vous propose justement un certain nombre de vidéos sur la Grèce. Donc la première chose sur déjà l'idéologie de fond qui va nous permettre d'étudier les Grecs avec une certaine sérénité, une certaine indulgence. La première, c'est l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès qui veut que plus le temps avance, plus la technologie s'améliore et se perfectionne, et là, c'est un peu là où l'escroquerie intellectuelle, et que forcément, tout ce qui est de l'ordre, comment dirais-je, de la morale, de l'éthique et de la vie en société, va suivre cette même pente naturelle de la technologie, c'est-à-dire que la technologie se perfectionne, et donc aussi les mœurs, les coutumes, les us, la morale, l'éthique des hommes qui vivent s'améliorent, si vous voulez, en parallèle, en quelque sorte, de la technologie qui, elle, on ne peut pas le nier, s'améliore. Par exemple, il y a 100 ans, il n'existait pas de téléphone portable, c'est sûr. Il y a 200 ans, ils n'avaient pas d'avion. Ils avaient pas de. Il y a des tas de choses qu'ils n'avaient pas, et nous on les a aujourd'hui. Est-ce que pour l'autant que ça veut dire que on peut dire que nous sommes également, parce que nous sommes plus avancés technologiquement, nous sommes moralement plus évolués. Là, c'est un grand débat sur lequel je ne veux pas rentrer, mais c'est vrai que si on part du principe que forcément plus le temps passe et mieux les choses vont, et bien forcément ceux qui ont vécu il y a 2500 ans par rapport à nous sont forcément beaucoup plus pires que nous, puisqu'ils avaient une technologie d'arriéré, ils devaient être aussi arriérés. Et si vous voulez, je ne suis personnellement pas tout à fait d'accord avec ceci. Et si vous vous intéressez à ce sujet-là, il y a un livre qui s'appelle Les illusions du progrès, je vais montrer, qui justement met en lumière l'idée que l'illusion, si vous voulez, que plus le temps avance, et plus la technologie avance, et plus l'homme, il est d'une nature bonne, généreuse, et plus, voilà, que ça soit une sorte de parallélisme, ce qui n'est pas forcément vrai. Le XXe siècle en a été la preuve. C'est pas parce qu'on avait soudainement des voitures, des avions et tout un tas de nouvelles technologies qu'on ne s'en est pas servi pour justement bombarder, exterminer, faire des guerres. Donc soyons toujours un peu modestes. Ce n'est pas parce que la technologie avance que forcément l'être humain est de plus en plus responsable, intelligent, tout ce que vous voulez. Alors avec évidemment la grande différence de nos jours actuellement, pourquoi est-ce qu'on pense cette question comme étant forcément vraie? C'est parce on faudrait écrire un livre qui s'appellerait justement Les illusions de la bombe atomique, et qui justement la bombe atomique nous force tous les êtres humains à être complètement différents de ce qu'on pouvait être il y a 2500 ans. Mais au-delà, passer les illusions du progrès, de la bombe atomique et de toutes ces choses qui font que le monde actuel est bien différent de ce qui se passait il y a 2500 ans, je ne pense pas sincèrement que les Grecs étaient plus sauvages, plus barbares que nous le sommes aujourd'hui. Ils avaient d'autres problématiques, et je pense que si demain on enlève de l'équation des choses comme la bombe atomique et ce genre de la possibilité, si vous voulez, que l'humanité s'extermine d'un grand coup comme ça avec des armes de destruction massive, si on enlève ça de l'équation, je pense que un certain nombre de guerres ressurgiraient assez rapidement dans le monde contemporain, tout simplement parce que
on a l'illusion que forcément nous sommes meilleurs que nos ancêtres puisque nous avons une meilleure technologie, mais moralement, est-ce que l'homme évolue parallèlement autant que la technologie? Ça reste un débat. Moi, je ne pense pas. Et donc, si vous voulez, il faut être indulgent envers ces Grecs et pas commencer à dire oui, mais nous n'avons plus d'esclavage, nous n'avons plus voilà, nous respectons les femmes ou ce genre de choses et nous sommes évidemment une vraie démocratie alors que les Grecs ne l'étaient pas. Ce n'est pas vrai. Il faut voir dans le détail comment se passent les choses. Je dirais simplement, c'est effectivement on pratique pas l'esclavage comme on le pouvait le pratiquer dans l'Antiquité, mais vous savez très bien que qu'une personne qui est endettée, ça revient au même qu'une sorte d'esclavage finalement. Et d'ailleurs, pour faire parenthèse avec les Grecs, un Grec qui aurait été trop endetté dans l'Antiquité serait devenu un esclave. Eh bien aujourd'hui on ne devient pas esclave, mais on reste endetté, donc finalement, est-ce qu'on perd au change ou on gagne par rapport aux pratiques qui se faisaient il y a 2500 ans dans le monde actuel? Enfin voilà, si je vous le dis, hein, si vous êtes trop endetté dans le monde actuel, et par exemple surtout aux États-Unis, eh bien vous allez rester endetté très longtemps, et cette dette, si vous ne la remboursez pas, on vous met en prison. Donc finalement, quel est le meilleur système? Est-ce qu'il vaut mieux bon voilà. Je vous dis juste que il faut sortir des illusions du progrès et se dire qu'on est forcément moralement supérieur à tous les hommes qui ont vécu avant nous. Tout simplement se dire que ils ont vécu, ils ont fait de leur mieux. Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils ont fait de leur mieux? Et est-ce que nous faisons de notre mieux aujourd'hui? Alors le premier point sur l'esclavage. L'esclavage était pratiqué par les Grecs. Être esclave, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de politique. On appartient, alors, dans la cité d'Athènes, on appartient à une personne privée. Et dans la cité de Sparte, on appartient à l'État. Ça va faire une grande différence par la suite. Dans la cité d'Athènes, les esclaves n'avaient pas le droit, d'ailleurs tous les esclaves n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants si leur maître ne les autorisait pas à avoir d'enfants. Les esclaves n'avaient pas le droit de se marier sans l'autorisation de leur maître. Les esclaves devaient obéir évidemment à leur maître et à leur maîtresse. C'est pareil pour les ilotes à Sparte, qui sont d'ailleurs les esclaves de Sparte. On dit pas un esclave à Sparte, on dit un ilote. C'est parce qu'il fait partie d'une classe sociale très particulière. On va pas dire esclave, mais comme ils appartiennent à l'État, on a un mot particulier qui s'appelle ilote. Et ces ilotes, évidemment, alors eux aussi n'ont aucun droit. Si on avait demandé à un ilote ce qu'il avait pensé de son maître spartiate, il nous aurait dit qu'il ne rêvait que d'une seule chose, c'est de pouvoir le manger tout cru. Parce que les ilotes sous Sparte étaient une catégorie de la population qui était extrêmement brimée, humiliée, comme on peut imaginer les esclaves le sont. Et donc, un esclave de Sparte correspond à la pire image qu'on puisse avoir. Pensez tout simplement à l'esclavage tel qu'il a été pratiqué dans les colonies des sud des États-Unis. Eh bien, voilà, ça c'est le pire, et certaines cités dans la Grèce antique pratiquaient le pire du pire de l'esclavage, à savoir le plus de violence et de répression possible. À l'inverse, certaines autres cités étaient un peu plus, entre guillemets, responsables, humaines avec leurs esclaves, à savoir Athènes étant le bon exemple. Savoir qu'à Athènes, un esclave qui aurait été trop battu, frappé, humilié par son maître, aurait eu le droit d'aller dans un temple. Ce temple, il aurait demandé aux prêtres de lui faire justice, et ces prêtres auraient obligé le maître de cet esclave à revendre cet esclave, évidemment pour moins cher, et donc finalement le maître qui aurait été trop violent envers son esclave aurait risqué de le perdre, de devoir le revendre, et de le revendre évidemment moins cher que ce qu'il aurait coûté. Donc finalement, quelqu'un qui aurait été mauvais avec son esclave aurait finalement perdu de l'argent par rapport à ça. Ensuite, autre chose, c'est que un esclave n'est pas vu finalement dans la Grèce comme un esclave, c'est vu comme un bien meuble, comme une charrue, un bœuf, quelque chose comme ça. Et comme on est dans un monde où personne n'a rien, c'est pas vrai, mais les choses sont rares, tout est rare et tout est cher. Eh bien, dans ce monde de rareté et de cherté, où il n'y a pas d'usine pour produire en série des produits, donc tout est artisanal, donc tout met du temps à être produit, donc tout est cher et tout est précieux, et un esclave étant aussi cher et précieux. On prend soin de son esclave à Athènes, on ne veut pas qu'il soit malade, on veut qu'il puisse travailler, aider la maison, enfin on veut qu'il soit productif, qu'il soit respectueux.
mais on en prend soin, et c'est pas non plus l'esclave qu'on va comment dirais-je, attacher, fouetter, battre, torturer, etc. D'ailleurs, dans la société athénienne, un maître qui aurait en public battu son esclave aurait été extrêmement mal vu, puisque ça aurait été vu comme quelque chose faisant partie de l'hubris. Et l'hubris, je vous ai déjà dit ce que c'est. L'hubris, c'est un peu cette logique qui devient folle, un peu la logique de la drogue, si vous voulez. Au début, vous en prenez un peu, puis pour nouveau avoir l'extase de la drogue, vous en prenez de plus en plus, jusqu'au moment où il vous arrive un pépin de santé, ou pour vous procurer votre drogue, vous faites des cambriolages, je sais pas, et donc vous vous faites choper. Donc la logique de l'hubris étant une logique qui devient de plus en plus folle et de plus en plus démesurée. Eh bien, quelqu'un qui aurait battu son esclave en public à Athènes aurait été perçu comme quelqu'un qui rentre dans cette démesure, qui se permet des choses d'une violence et d'une cruauté, et qui donc aurait été très mal vu, ostracisé. On verra ce que c'est l'ostracisme, c'est-à-dire mis à l'écart, peut-être pas d'une façon politique où on lui demande de s'exiler de la cité, mais ça aurait été très mal vu que quelqu'un batte son esclave en public. Quelqu'un qui aurait été obligé de vendre son esclave parce qu'il l'aurait trop maltraité aurait été aussi mal vu comme quelqu'un de violent, et donc de quelqu'un potentiellement de dangereux pour la cité. Euh, et que finalement, si on regarde l'esclave à Athènes, était quand même quelqu'un qui pouvait s'en sortir, qui souvent à la mort de son maître était rendu libre. Donc il y avait, tout n'était pas noir, tout n'était pas rose non plus, je vous rassure, tout n'était pas noir. Donc il y a énormément d'exemples d'esclaves qui s'en sont sortis, qui ont racheté leurs dettes ou qui ont été libérés de l'esclavage par leur maître. Exemple, Aristote, quand il est mort, dans on a par Diogène Laërce justement, on a son testament, et dans son testament, il demande que quand je sais plus à quel moment, mais quand ses filles seront en âge de se marier, ou je sais plus exactement quand, que ses esclaves soient remis en liberté justement, quand ses filles n'en auront plus besoin. Alors, faudrait que je relise, hein, mais en gros, dans le testament d'Aristote, on voit que lui, il demande que ses esclaves soient remis à liberté, et même qu'on leur donne un peu d'argent pour qu'ils puissent de nouveau redémarrer dans la vie, fonder une famille, etc. Donc, d'ailleurs, une anecdote marrante par rapport à l'esclavage, l'esclave, le banquier le plus riche d'Athènes était il s'appelait Pasion, et c'était un ancien esclave qui, par son génie du commerce, parce qu'il avait ses maîtres à lui étaient deux banquiers très connus, et bien par le travail et c'était aussi un peu un escroc, hein, voilà, donc un banquier escroc, hein, c'est quelque chose de rare ou pas. Enfin bref, c'était un vrai escroc ce mec-là, mais par contre il a réussi à racheter toutes ses dettes et à devenir un esclave respectable, puis un homme libre, puis un citoyen prospère et un grand banquier de la ville d'Athènes. Donc voilà, alors le seul point noir des esclavages à Athènes, pour être précis, c'est évidemment les mines du Laurion. Les mines du Laurion, ce sont des mines d'argent qui se trouvent au sud-est de la ville d'Athènes. Et dans ces mines, si vous voulez, la punition pour les Slaves, la vraie punition, c'était d'aller travailler aux mines du Laurion, puisque c'était des mines où les conditions de travail étaient extrêmement difficiles. Il y avait une très grande mortalité. Enfin, vous imaginez des mines dans l'Antiquité, tout est rudimentaire évidemment, et surtout et malheureusement la sécurité. Et donc, on sait de sources sûres que les Athéniens se sont bien comportés avec leurs esclaves, puisque aucun de leurs esclaves ne s'est jamais enfui. Il n'y a pas eu style Spartacus à Rome, des grandes révoltes d'esclaves. Il n'y en a pas eu à Athènes, sauf durant la guerre du Péloponnèse, mais on verra ça plus tard, où les esclaves de la mine du Laurion, qui était vraiment le pire de l'esclavage à Athènes, qui pourtant Athènes étant quand même pas la ville où l'esclavage est le plus terrifiant, eh bien ils se sont enfuis. Maintenant, si vous regardez les esclaves de Sparte, les Ilotes, l'histoire est totalement différente, puisque dès qu'ils ont eu l'occasion, puisque justement le fait que les esclaves et les Ilotes aient une véritable haine pour les Spartiates, va justement, comment dirais-je, expliquer une grande partie de l'histoire de la ville de Sparte. Et donc il faut bien comprendre que dans cette ville de Sparte, les choses étaient totalement différentes, et il y avait une véritable haine, un désir de vengeance, de revanche entre les classes les plus exploitées, à savoir les esclaves, et les ilotes, pardon, et ce qu'on appelle les homooi, qui sont les semblables, hein, comme quand on dit le mot homosexualité. Homo,
c'est le semblable, les homoi, les semblables. Donc en fait, c'était ces guerriers spartiates qui avaient une lance, avaient un hoplon. Sur le hoplon, il y avait marqué la lettre L en grec, le lambda. Et ces guerriers lambda, les homoi, les semblables, les équivalents, si vous voulez, ils avaient une terre avec un esclave dessus, et ces esclaves étaient extrêmement maltraités. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que, si vous voulez, quand on va étudier cette histoire, il y a des esclaves dans l'histoire de la Grèce antique, et il y en a à tous les niveaux, et justement, il faut pas que le fait que cette société fonctionne en partie et en grande partie sur l'esclavage, savoir 40% des gens à Athènes sont des esclaves. Enfin, le pourcentage dépend en fonction de... Non, je crois que pardon, c'est 20%. Mais le pourcentage varie en fonction des événements historiques. Pourquoi ça? Parce qu'on peut se dire oui, mais attendez, ces Grecs, ce sont d'horribles esclavagistes. Oui et non, personne ne pratiquait, pardon, personne n'avait aboli l'esclavage à l'époque, donc ça a été pour les gens de l'époque, c'était normal. Et par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qui se comportait le plus mal ou qui était le plus inhumain avec ses esclaves. Et quand on regarde les textes, c'était, si vous voulez, les esclaves les plus maltraités étaient justement ceux de Sparte, et les moins maltraités, j'ose dire, c'était ceux d'Athènes. Donc on va voir des esclaves venir tout le temps dans l'histoire d'Athènes, et il faut pas justement se dire oh là là, mais mon Dieu, ce sont des horribles esclavagistes. Oui, l'esclavagisme existe, mais c'est pas à Athènes, c'est pas chez les Grecs d'une façon générale d'ailleurs, qu'il est que ça soit pratiqué de la pire façon possible. Alors deuxième chose, c'est que les Grecs sont d'horribles machos. Ben ça c'est totalement vrai. Si vous cherchez les solutions au féminisme moderne dans la Grèce antique, malheureusement vous n'allez pas trouvé grand chose, parce que tout simplement le rôle de la femme là dans la société grecque antique, c'est la femme à la maison. La femme s'occupe des enfants. Si vous voulez, l'homme a au rez-de-chaussée une salle qui est pour lui, et la femme vit au premier étage généralement, ou dans une cour extérieure, ou dans des salles extérieures. Donc les hommes et les femmes vivent séparés. Alors attention, quand je dis les hommes et les femmes, faut faire attention, parce que souvent les hommes à la maison et les femmes sont soit au premier étage, soit dans une cour séparée pour s'occuper des enfants, etc. Ça ne marche que chez les citoyens de la classe moyenne, on va dire, à Athènes. Parce que dès que vous sortez de cette image d'Épinal de la classe moyenne où l'homme est soit dans ses appartements, soit en gros sort dans la ville pour participer à l'assemblée ou d'autres activités, c'est tout de suite très différent quand vous êtes d'une haute classe sociale. Là, c'est très différent encore, parce que la femme gère beaucoup plus de choses, donc on a plus à avoir une femme d'affaires, puisqu'elle va gérer tout l'intérieur de la maison, certes, mais elle va aussi s'occuper des finances. Donc si vous voulez, donc là tout de suite on voit que la femme a plus d'importance malgré ce qu'on veut bien en dire. Et puis quand on tombe dans des classes un peu plus inférieures de la société, les femmes, si vous voulez, elles doivent travailler évidemment, euh, mais elles doivent travailler aussi en l'extérieur de la maison. Et à Athènes, on méprisait beaucoup les hommes qui n'étaient pas assez riches pour permettre à leurs femmes de rester à la maison pour s'occuper des enfants et s'occuper de ce qu'on appelait l'oikos nomia. L'oikos, c'est la maison, nomia, c'est la règle. Donc le fameux nomos grec, c'est en gros tout ce qui a à voir avec la règle, l'ordre, la loi, et ça a donné le mot économie, oikos nomia, donc la règle, la loi, l'ordre, la gestion, si vous voulez, de ce qui est de l'ordre de la maison. Le mari, lui, va s'occuper de ce qu'on va appeler le péri-oikos. Donc péri, c'est autour d'eux, et oikos, la maison, donc tout ce qui est autour de la maison. Donc en gros, que ça soit partir à la guerre, gérer les assemblées, juger des gens, peu importe, etc. Voilà, tout ce qui est autour de la maison, de la gestion autour de la maison, le péri-oikos, c'est l'homme qui va s'en occuper, et l'oikos, c'est la femme qui va s'en occuper. Et donc les femmes gèrent les oikos, les maisons, on va dire le ménage, si vous voulez, est géré en gros par les femmes. Et les femmes de conditions un peu plus inférieures étaient souvent marchandes. Elles allaient au marché pour vendre les produits. Et justement, beaucoup de nobles athéniens
ont pas la haine, mais comment dirais-je, méprisent très fortement ces femmes qui sont de conditions un peu plus inférieures et qui, pour survivre et faire de l'argent, vont justement à la place du marché pour vendre des produits, que ce soit des poissonnières, des cordonnières, etc. Quand vous êtes métèque dans la société, alors un métèque, qu'est-ce que c'est dans la société athénienne? C'est quelqu'un qui n'est pas citoyen athénien, c'est-à-dire que ses parents viennent de l'extérieur de la cité d'Athènes, mais le métèque, lui, souvent, travaillait avec sa femme, donc lui et sa femme sont souvent des artisans qui travaillent ensemble. Euh, Vous avez un fameux artisan qui s'appelait Képhalos, qui avait une fabrique de boucliers. Eh bien, la femme de Képhalos travaillait avec lui à la gestion de cette fabrique de boucliers. Si vous étiez cordonnier, votre femme était cordonnière. Si vous étiez, etc. Si vous étiez poissonnier ou vous alliez pêcher des poissons, eh bien, votre femme, elle les vendait au marché. Elle était donc poissonnière, etc., etc. Et donc, ça, c'était comme ça que vivaient les métèques. Il y avait une vie, ils travaillaient ensemble. Mais là, on disait, c'est normal, ce sont des métèques. Ce qui était honteux, c'est que justement pour un citoyen libre, que sa femme aille travailler à l'agora, voilà, ça c'était la honte ultime. Et pour ce qui est des classes, des esclaves, etc., eux, ils travaillaient sous les ordres justement de cette dame qui s'occupait de l'oikosnomia, donc de l'économie de la maison, qui les envoyait à l'extérieur, qui leur faisait faire tout un tas de choses. Et j'ai justement un petit texte qui va vous donner une idée de ce que devaient faire les femmes pendant leur. Voilà, alors pour m'aider, j'ai ça, c'est super. Robert Flasselière, La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès. Donc j'ai lu de nombreux ouvrages sur la Grèce antique et cet ouvrage est de référence, il est très souvent cité et j'avoue moi-même qu'il est très bien fait. Il n'y a pas beaucoup de parti pris, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Vous avez les cartes de la ville d'Athènes à l'époque, hein, donc on peut voir des tas de choses intéressantes hein, comme ça là, hop, voilà les cartes de la ville, comment les gens vivaient, etc. Et donc c'est particulièrement intéressant. Alors je vais vous lire, hein, pour résumer un peu ce que je viens de dire, hein. Page 89. 89, voilà. La femme ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe hors de sa maison. Cela regarde l'homme, et lui seul. Elle n'a d'ailleurs pas souvent l'occasion de parler longuement à son mari, qui est presque toujours dehors et qui, semble-t-il, ne prend pas habituellement ses repas avec sa femme. Y a-t-il des gens que tu connais avec qui tu aies moins de conversation qu'avec ta femme demanda Socrate à Critobule. Et celui-ci répond s'il y en a, il n'y en a guère. Quand un Athénien invite des amis chez lui, sa femme ne paraît pas dans la salle du festin, l'androne. Sinon, peut-être pour surveiller les esclaves qui servent le repas. Et elle n'accompagne pas son mari quand il est lui-même convié par un ami. C'est seulement dans les fêtes de famille que les femmes se mêlent aux hommes. Et pourtant, c'est l'épouse qui règne sur l'intérieur de la maison, où elle prend soin de tout. L'économique de Xénophon nous fait connaître dans le détail les devoirs de la maîtresse de maison. Citons seulement ses prescriptions d'Isomaque à sa femme. Tu devras rester à la maison, faire partir tous ensemble tes serviteurs dont le travail est au dehors et surveiller ceux qui travaillent à la maison. Recevoir ce que l'on t'apportera, distribuer ce que l'on devra dépenser, penser d'avance à ce qui devra être mis de côté et veiller à ne pas faire pour un mois la dépense d'une année. Quand on t'apportera de la laine, il faudra veiller à ce qu'on en fasse des vêtements pour ceux qui en ont besoin. Veiller aussi à ce que les grains de la provision restent bons à manger. Lorsqu'un serviteur sera malade, il te faudra veiller toujours à ce qu'il reçoive les soins nécessaires. Donc, vous pouvez le constater, les femmes n'apparaissent pas dans les livres d'histoire, on n'a pas chez Thucydide ou Hérodote surtout, on n'a pas des histoires de femmes, voilà. C'est toujours les filles, les épouses, les mères d'eux, mais on n'a jamais des histoires de femmes qui seraient libres, affranchies ou qui vivraient d'elles-mêmes. On n'a pas des grandes comme ça, des grands récits, des grandes histoires sur des femmes, sauf dans la mythologie, Médée, Aphrodite, Antigone, mais on n'a pas ou Athéna hein, qui est une déesse, mais dans les livres d'histoire, on a des exploits militaires, guerriers, on a tel et tel philosophe, mais malheureusement, l'histoire de la Grèce antique est très pauvre en termes de femmes. Je sais que Michel Onfray avait émis l'hypothèse que Leucippe, qui était le grand philosophe avant Démocrite, était une femme, mais bon, on n'en sait rien. C'est pas marqué quelque part que c'est effectivement une femme.
On verra plus tard qui est Démocrite. Mais voilà, donc dans la Grèce antique, une femme, et malheureusement c'est quand même la vérité, heureusement ou malheureusement, peu importe qu'on voit les choses, mais une bonne femme, c'est quand même une femme qui sait se taire, et plus elle se tait et plus elle gère la maison, meilleure femme elle est, et plus elle parle et moins bien elle gère la maison, moins bonne femme elle est, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Antiquité. Alors j'aimerais rajouter par rapport à ce que j'ai dit que j'aimerais parler un peu de Sparte, puisqu'à Sparte toujours tout est un peu plus délirant évidemment. Alors à Sparte un homme devait se marier puisque un célibataire endurci aurait été plus taxé qu'un autre. Un homme devait vivre à la caserne jusqu'à ses 30 ans, donc on pouvait pas vivre sa femme avant de 30 ans. Et d'ailleurs un homme a été soldat à Sparte jusqu'à ses 60 ans. Donc la vie des homoi en tout cas était tournée vers l'armée. Et ces gens-là avaient une cérémonie de mariage qui change beaucoup. À Athènes, la cérémonie de mariage, ça ressemble à déjà, ça se fait la nuit, parce qu'il faut pas que les autres hommes puissent voir la mariée. On fait ça la nuit au flambeau. Donc la fille, il y a une petite cérémonie. Veux-tu prendre ma fille pour épouse? Oui, je la prends. Veux-tu prendre sa dot avec ma fille? Oui, je la prends. Voilà, on bénit ça avec, on fait quelques libations, etc. Et puis, si vous voulez, les mariés partaient au flambeau vers la maison du mari où justement la nouvelle épousée pouvait prendre place et devenir la maîtresse de la maison, s'occuper de l'oikos, etc. Mais évidemment, à Sparte, tout se passait pas comme ça et c'était beaucoup plus rigolo. Alors, toujours de Robert, Flasselière, on se mariait à Lacédémone en enlevant sa femme. La jeune fille était enlevée. Je reprends. On se mariait à Lacédémone en enlevant sa femme. La jeune fille enlevée était remise aux mains d'une femme appelée Nymphetria, qui lui coupait les cheveux ras, l'affublait d'un costume et de chaussures d'homme, et la couchait sur une paillasse, seul et sans lumière. Le fiancé, qui avait pris son repas en commun avec ses compagnons, comme d'habitude, entrait, lui déliait la ceinture, et la prenant dans ses bras, la portait sur le lit. Après avoir passé avec elle un temps assez court, il retournait ensuite dormir avec ses camarades, à la caserne évidemment. Donc voilà, c'est évidemment toujours plus rigolo chez les Spartiates, qui sont pas capables de faire les choses simplement. Donc vous voyez, pas beaucoup de romantisme, les mariages comme jusqu'à très longtemps. Jusqu'à 19e, 20e siècle, les mariages sont avant tout des mariages d'intérêt. On réunit des intérêts de grandes familles, de classes sociales et tout un tas de sortes d'intérêts. Donc il y a une dot ici en jeu aussi assez importante. Donc c'est évidemment, on se marie pas par amour. L'amour arrive peut-être en quatrième ou cinquième position des préoccupations. La première préoccupation évidemment étant de survivre, voire de mieux vivre, de mieux vivre, de vivre de plus en plus richement ou de marier ses filles et ses fils entre nobles ou etc. pour préserver une classe sociale et ce genre de choses. Alors le troisième point sensible à aborder, c'est évidemment celui de la démocratie, puisque la démocratie grecque ne comprend pas les femmes. Ça enlève beaucoup de moins 50%. La démocratie grecque ne comprend pas les métèques, qui ne sont pas citoyens, et ne comprend pas évidemment les esclaves. Donc, au final, ça doit faire peut-être 15% de la population qui a accès aux aux différentes institutions politiques. On verra comment elles se sont créées. Et ces hommes, donc, l'argument aujourd'hui est de dire, bah, vous voyez, la démocratie grecque, c'est du bidon, puisque ça ne concerne que 10%, voire 15% de la population. Et c'est une manière de critiquer la démocratie grecque. Et par l'extension de ça, on critique évidemment les démocraties occidentales actuelles en disant, ben vous voyez, la démocratie en France, en Allemagne, en Angleterre, tout ça c'est du bidon, puisque si on fait les chiffres, ça concerne que peu de monde. Et puis c'est pas une démocratie directe comme chez les Grecs, c'est une démocratie représentative actuellement en 2014. Donc on est toujours attaché à un représentant, puisqu'on ne vote pas directement nos lois, on fait confiance à un Sénat, à une Assemblée nationale, etc., et à des gouvernements. Et beaucoup de critiques sur la démocratie.
Et la première vient toujours, on critique les origines de la démocratie en disant que la démocratie grecque n'est pas une démocratie puisque vous voyez, il y a que 10%, 15% de la population. Et quand nous, on entend aujourd'hui la démocratie, on voit ça comme quelque chose d'extrêmement égalitaire où tout le monde a les mêmes droits. Alors qu'en dans la Grèce antique, tous les citoyens ont les mêmes droits, mais les citoyens représentent que 15% de la population. En plus, vous pouviez perdre vos droits de citoyen. C'est une procédure qui s'appelait l'atimie. Et quand vous étiez victime d'atimie, vous perdiez vos droits de faire des procès, de ceci, de cela. Bon, alors la démocratie grecque, on a un peu de mal à comprendre ça aujourd'hui parce qu'elle correspond à quelque chose de très particulier. On ne peut pas comparer la démocratie actuellement telle qu'elle est pratiquée en France en 2014 à la démocratie athénienne, parce que ça n'a plus grand-chose à voir sur beaucoup de points de vue. Donc de dire qu'aujourd'hui la démocratie c'est du bidon parce que déjà dans la Grèce antique c'était du bidon, c'est un argument qui ne tient pas. Et puis de dire qu'aujourd'hui c'est du bidon donc ça veut forcément, il y a 2500 ans ça devait être pire que maintenant, ne fonctionne pas non plus. Il faut comprendre ce que c'est la démocratie. La démocratie, ça veut pas dire l'égalité absolue de tous, toujours, tout le temps. C'est l'égalité essentiellement devant la loi. Mais le problème, c'est qu'il y avait peu de citoyens. Aujourd'hui, tout le monde est citoyen. Donc, comment est-ce qu'on va tirer les marrons du feu? Eh bien, il faut bien comprendre que pour les Grecs, la citoyenneté, c'était quelque chose de sacré, d'important, de vivant, et c'est quelque chose pour laquelle on allait se battre. Alors, il faut bien comprendre une chose. Comment est-ce qu'on devient citoyen? Aujourd'hui, en France, par exemple, on a ce qu'on appelle le droit du sol. Le droit du sol, si vous êtes né sur le territoire français, eh bien, vous avez le droit à la carte d'identité, et vous avez le droit à tous les privilèges, je dirais, ou les droits que vous donne cette carte d'identité française, à savoir une éducation, des soins de santé pas chers, un droit au chômage, un droit à ceci, un droit à cela. Bon. Mais pour les Grecs, effectivement, la citoyenneté donnait aussi des tas de droits. Le droit d'aller à l'Héliée, c'était un tribunal où on pouvait poursuivre n'importe quel autre citoyen. Ça vous donnait le droit d'aller à l'Ecclésia pour donner votre opinion sur tel ou tel projet de loi. Ça vous donnait le droit de voter un budget. Ça vous donnait le droit d'être juge, d'être policier dans la rue, etc. Bon. Alors, je sais, on va pas parler de la démocratie en 2014 en France parce que c'est un long débat, mais on va juste s'attarder 2 secondes sur cette démocratie grecque et pourquoi la démocratie grecque. Si vous aviez été un grec à l'époque, vous auriez trouvé que la démocratie grecque était une très bonne démocratie. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, vous avez le droit du sol, donc vous êtes né à un endroit, vous avez le droit, etc. Vous avez le droit du sang. Le droit du sang, c'est-à-dire que vous êtes citoyen de telle ou telle nation en fonction du sang qui coule dans les veines de vos parents. Si vos parents sont allemands, par exemple, eh bien, le sang qui va couler dans votre veine sera allemand et donc vous aurez le droit à la nationalité allemande. C'est ça la logique. Et comme ça, on oppose souvent droit du sol, droit du sang. Maintenant, je vais vous proposer un droit du sang, mais un droit du sang grec. Assez particulier. Le droit du sang dans l'Antiquité, il n'est pas compris comme le sang qui coule dans vos veines. Le droit du sang dans l'Antiquité, c'est compris comme le sang que vous êtes prêt à verser pour votre ville, pour votre cité-État, comme on dit, pour votre police en grec. Donc, le droit du sang, la citoyenneté dans la Grèce antique n'est pas compris comme quelque chose qui est, on a des droits et les autres l'ont pas. C'est surtout un grand honneur, le grand honneur de pouvoir servir sa cité et de donner à sa cité sa vie, son sang, et donc le droit du sang tel qu'il serait compris chez les Grecs, c'est surtout le droit d'aller mourir au combat, mourir à la guerre dans le cadre d'une bataille d'Oplite. Et donc aujourd'hui, on ne peut tout simplement pas comparer la démocratie en France ou la démocratie à Athènes, puisque comme la circonscription n'est plus possible depuis que Jacques Chirac l'a supprimée en France, un citoyen c'est quelqu'un qui est né en France. Mais que vous soyez prêt à verser votre sang ou pas pour l'État français, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose même plus aujourd'hui. Mais pourtant, dans l'Antiquité, il est très important de savoir qu'un citoyen ou quelqu'un qui n'était pas citoyen et qui voulait devenir citoyen, eh bien, c'est quelqu'un qui devait donner quelque chose à sa cité. Et essentiellement, un métèque qui aurait voulu devenir citoyen, et beaucoup de métèques voulaient devenir citoyens,
eh bien, le métèque aurait sans doute proposé ses services dans le cadre de la guerre. Soit il aurait il aurait fait des dons à l'État, comme le fameux Képhalos, qui justement, lors de la guerre du Péloponnèse, a fait un don de 800 boucliers à l'État d'Athénien, des hoplon, bon, on verra plus tard comment on faisait la guerre à cette époque. Et parce que pour lui, c'était important de montrer à tout le monde qu'il était fier d'être athénien, qu'il voulait devenir athénien, et pour ça, il fallait montrer qu'on en avait envie. C'était quelque chose de sacré, et c'était quelque chose justement pour lequel on ne donnait pas la citoyenneté à n'importe qui. Ça correspondait à un certain nombre de droits précis qui pouvaient mettre la cité en péril. Un citoyen d'Athènes décide ou pas s'il va partir à la guerre. Mais il va pas envoyer quelqu'un d'autre à la guerre. C'est lui qui part à la guerre. Et donc, c'est lui qui décide si oui ou non on fait la guerre à tel État, comment il faut dépenser l'argent public, etc., etc. Donc, la citoyenneté se comprend dans la Grèce antique comme quelque chose qui a à voir avec le droit du sang, mais pas le droit du sang qui coule dans vos veines, mais enfin, en partie, oui, mais surtout le droit du sang que vous êtes prêt à verser pour votre cité-État, pour votre police. Et donc, si on enlève cette idée-là, si on ne comprend pas cette idée-là, on peut évidemment pas comprendre pourquoi seulement 15% des gens étaient citoyens. Tout simplement parce que pourquoi vous enlevez les femmes? Parce que les femmes ne partent pas à la guerre. Pourquoi est-ce que vous enlevez les métèques? Parce que les métèques n'ont pas encore versé leur sang pour la ville d'Athènes. C'est ça la logique. Et pourquoi est-ce qu'on enlève les esclaves? Parce que les esclaves n'ont aucun droit, mais sachez qu'un esclave, et ça est beaucoup arrivé, quand l'État athénien ou les cités de Sparte, ou toutes les cités d'ailleurs de la Grèce antique, menaient une guerre et que la guerre était un peu difficile, souvent on allait voir les esclaves et leur disait si vous vous battez pour votre cité dans le cadre de telle ou telle bataille, vous deviendrez des hommes libres. Et donc beaucoup d'esclaves, beaucoup de métèques qui sont venus dans cette ville d'Athènes, ont prospéré dans la ville d'Athènes, ont fait du commerce, ont eu des enfants, etc. Eh bien, pour devenir athénien, il fallait être prêt à se sacrifier pour sa cité. Et sans ce sens-là profond du sacrifice, on n'avait pas la notion de citoyenneté perd son sens, puisque enfin, si vous voulez devenir athénien, et si on pouvait remonter le temps il y a 2500 ans dans la Grèce antique, et que nous voulions devenir citoyens d'Athènes, eh bien, il aurait fallu partir se battre à la guerre. C'était obligatoire. Enfin, c'était pas obligatoire, mais si vous le faisiez pour un citoyen, c'était obligatoire. Mais si vous le faisiez, un métèque pouvait toujours partir d'Athènes et aller se réfugier à Thèbes ou à Corinthe ou à Argos. Argos, une très grande démocratie grecque aussi, et donc ou dans les îles ou en Eubée, dans la grande île qui est juste au-dessus de l'Attique à Athènes. Il pouvait aller vivre ailleurs et voir ailleurs si j'y suis. Mais voilà, c'est pour ça qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir et à se sacrifier pour quelque chose. On se sacrifie toujours pour quelque chose de sacré, et cette chose sacrée, c'est sa ville, sa police, sa cité-État. Un peu comme, si vous voulez imaginer, c'est un peu comme le supporter de foot qui est prêt à mourir pour son équipe parce que il pense que son équipe est la meilleure, parce que c'est la plus grande, la plus belle, la plus ce que vous voulez. Eh bien, pareil, l'Athénien, il vit pour sa cité, il est prêt à mourir pour sa cité. Pareil pour le Spartiate, il vit pour Sparte, il obéit aux lois de Sparte, etc. Et donc, euh, pourquoi est-ce que la démocratie est critiquée aujourd'hui? Parce que des gens ont des tas de choses à rapprocher à la démocratie représentative telle qu'elle est faite en 2014, et il y a des tas de raisons pour ça. Mais est-ce que c'est une raison pour calquer les problèmes ou les limites, si j'ose dire, de la démocratie actuelle en critiquant celle qui a été faite il y a 2500 ans en grec? Non, puisque de toute façon, on ne comprend plus à l'heure actuelle à quel point la citoyenneté était quelque chose de précieux et de sacré. Aujourd'hui, tout le monde a la nationalité, donc accès à des tas de droits, etc. Mais à l'époque, c'était pas quelque chose qu'on l'on vous aurait donné comme ça. C'est pas pour vous faire du tort ou de la peine. C'est juste que, avant d'être citoyen, il faut prouver dans le cadre d'une bataille, justement, que vous êtes prêt à verser votre sang pour la cité. C'était quand même la preuve ultime que vous étiez bien prêt pour devenir un citoyen. Donc voilà, on a vu que bon, les Athéniens, les Grecs d'une façon générale sont d'horribles esclavagistes machos et qui vivent dans des régimes archaïques. Bon, j'aurais des tas de choses à dire plus tard sur la démocratie, sur le machisme ou sur l'esclavage, mais dites-vous que
C'est pas parce qu'une société fonctionne et basée sur le travail des métèques et des esclaves que les hommes libres par définition ne travaillent pas. Bon, ils étaient quand même obligés de travailler parce que il y avait une loi qui disait que les Athéniens n'avaient pas le droit d'être oisifs. Bon. Euh, Grosso modo, ce que j'aimerais que vous arriviez, c'est arriver à un point où finalement les choses ne sont pas aussi simples, ou dire ouh là là, mais ces Grecs sont d'horribles esclavagistes, machos, et en plus ils vivent dans des régimes archaïques. Non, il faut aller au-delà de ça, et il faut voir les Grecs pour ce qu'ils sont. Ils ont un certain nombre de convictions et de visions du monde qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Tous les gens en France ne sont pas prêts à mourir pour la France. C'était pas forcément le cas il y a 100 ans d'ailleurs, mais il y a 100 ans, tout le monde était prêt à mourir pour la fin. La plupart des Français étaient prêts à mourir pour la France, et la nationalité française avait quelque chose de prestigieux parce que ça correspondait à un état d'esprit ou à un amour de la nation, etc. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées, un peu plus diffuses maintenant. C'est vrai qu'il y a toujours des gens en France qui sont prêts à mourir pour la France, mais il y en a moins. Ou qui sont prêts peut-être à d'autres façons, d'autres sortes de sacrifices. C'est-à-dire que je connais beaucoup de cadres, et notamment de cadres dirigeants, qui mouillent le maillot pas pour l'argent, mais qui enfin en partie évidemment, mais qui mouillent aussi le maillot parce qu'ils sont fiers de faire partie d'un certain nombre d'entreprises en France, d'entreprises françaises, franco-françaises. Et il y a beaucoup de gens comme ça en France. Qui sont peut-être pas prêts à mourir à la guerre, mais qui sont prêts à passer un grand temps de leur vie à diriger, à donner des ordres, et toujours dans l'idée de que la France soit quand même un pays regardé par l'extérieur comme un pays avec des gens très compétents, des gens travailleurs, des gens qui font des bons produits, etc., etc. Donc, si vous voulez, les choses sont un peu plus diffuses aujourd'hui parce que bon bah c'est notre époque qui veut ça, mais c'est vrai que vous auriez dit à un Grec que Athènes, pardon, vous auriez dit à un Athénien que sa cité c'est de la merde, il vous aurait sans doute il serait allé se battre avec vous. C'est-à-dire qu'il aurait vraiment été vexé et il aurait essayé de vous casser la gueule. Si vous aviez dit à Socrate que quand même Athènes c'est un peu c'est le trou du cul du monde, eh bien Socrate, je suis sûr qu'il aurait essayé de vous mettre son poing dans la gueule parce que il aurait trouvé ça totalement injuste que vous critiquiez sa cité. Je vous invite d'ailleurs à lire, pour savoir l'amour de Socrate pour sa cité, je vous invite à lire le Critias de Platon, dans lequel on voit bien que Socrate, il peut s'enfuir, il n'est pas obligé de boire la ciguë, enfin je veux dire, il n'est pas obligé de subir son destin, eh bien, il va quand même le subir parce qu'il aime sa ville. C'est quand même une belle preuve de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le patriotisme. Il y avait beaucoup de patriotisme à l'époque pour des tas de raisons, mais je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi la police, la cité, la ville est aussi importante. Mais avant ça, il faut quand même expliquer l'Iliade et l'Odyssée et un peu, si vous voulez, la situation historique de l'époque pour comprendre pourquoi est-ce que les Athéniens aimaient Athènes, les Spartiates aimaient Sparte, les Corinthiens aimaient Corinthe, les Thébains aimaient Thèbes, etc., etc. Alors voilà, une fois que vous avez supprimé ces biais idéologiques et vous êtes prêt à pardonner les Grecs qui étaient d'horribles esclavagistes, oui, mais à l'époque tout le monde faisait pareil. Et si on regarde au microscope, on se rend compte par exemple dans la ville d'Athènes, l'esclavage n'était pas quelque chose d'inhumain et d'horrible, qui n'a pas. Tous les esclavages ne ressemblent pas à celui qu'ont vécu les Noirs dans les colonies du sud des États-Unis, qui atteint des niveaux d'inhumanité, et tous les esclavages ne ressemblent pas à ceux que pratiquaient les Romains. Il y a des esclavages plus humains, plus doux et moins cruels. Et si on regarde bien, Athènes était ce genre de ville qui pratiquait un esclavage moins dur, beaucoup moins dur et beaucoup plus humain. On pouvait tomber en esclavage dans sa vie et redevenir un citoyen libre si on avait fait tout ce qu'il fallait pour. Votre destin n'était pas joué d'avance en quelque sorte. Alors qu'un noir aux États-Unis dans les colonies du Sud pendant la période de l'esclavage, son destin était joué d'avance quoi qu'il arrive. Il ne pouvait pas ne plus être un esclave jusqu'à ce qu'on finisse par interdire cette pratique, mais on verra ça un jour, beaucoup plus tard. Donc il faut pardonner aux Grecs d'avoir pratiqué l'esclavage d'une façon générale, même à ces Spartiates qui étaient aussi cruels. Il faut pour pouvoir comprendre comment les choses fonctionnaient, il faut pouvoir pardonner ça. Les Grecs sont d'horribles misogynes, oui c'est vrai.
et c'est vrai, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, j'ai envie de dire. Donc il faut pardonner aux Grecs de ne pas avoir mis les femmes dans les livres d'histoire autant en avant que ce qu'ils l'ont fait dans la vie réelle, parce que je suppose quand même avoir bien réfléchi à tout ça que les femmes avaient dans la vie politique avaient une grande, très très grande part de d'influence, beaucoup d'influence. Peut-être pas de pouvoir, mais beaucoup d'influence. Donc le pouvoir, c'est le pouvoir de faire les choses, et l'influence, c'est ce qui va guider votre action. Et je pense que peut-être les femmes n'avaient pas beaucoup de pouvoir, mais elles avaient beaucoup d'influence. Et donc, tout compte fait, elles sont pas dans les livres d'histoire, mais une partie de tout. C'est pour ça que on peut que le supposer, mais il faut pardonner aux Grecs de ne pas avoir mis les femmes en avant, tout simplement parce qu'elles ont eu peu de pouvoir, mais beaucoup d'influence. Et enfin, par rapport aux problématiques plus modernes sur la démocratie, vous connaissez un certain Étienne Chouard, qui travaille beaucoup sur cette question de la démocratie, sur les limites de la démocratie, et fait un travail très raisonnable. Et justement, ce que dit Étienne Chouard, c'est qu'aujourd'hui, dans la démocratie représentative, le problème, c'est que les représentants, est-ce que ce sont des représentants, c'est-à-dire des gens qui nous représentent nos intérêts à nous, ou est-ce que ce sont des gens qui justement, nous représentent, mais ce sont nos maîtres? Est-ce que ce sont donc des gens qui sont des auxiliaires de notre pouvoir pour mieux diriger la France? Eh bien, comme tout le monde ne peut pas être à l'Assemblée nationale, eh bien, il faut bien délégués. Donc est-ce que ce sont des simples délégués, ou est-ce que ce sont nos maîtres et c'est eux qui décident pour nous? Eh bien, Étienne Chouard parle de la démocratie grecque en disant, voilà, dans la démocratie grecque, tout ça n'était pas possible pour deux raisons. La première, c'était que il y avait l'ostracisme, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait eu trop de pouvoir dans la démocratie grecque, eh bien, on l'aurait viré du pouvoir avec l'ostracisme, c'est-à-dire qu'on aurait voté pour qu'il soit exilé de la cité pendant 10 ans. Donc pas facile de prendre le pouvoir quand vous êtes en dehors d'Athènes, j'imagine. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la démocratie grecque, eh bien, tout était tirage au sort. Tout était fait par tirage au sort. Et donc, si vous voulez, il n'y avait pas de représentants. Il y avait que des tirages au sort. Si demain, il y avait ce qu'on appelait la dichomasie, c'était on va dire un petit test que vous passiez pour savoir si vous n'étiez pas un débile profond. Et si vous passiez ce texte ce test avec succès, un petit quiz de culture générale, je dirais, et bien quand vous aviez passé la dichomasie, vous pouviez justement prétendre à des postes à responsabilité, et n'importe qui pouvait le faire. C'est-à-dire que vous passiez ce petit test, tout le monde quasiment pouvait le passer, et le réussir bien sûr, et donc tous les gens qui avaient réussi à passer ce test pouvaient potentiellement être juges, jurés au tribunal, pouvaient décider, prendre des décisions politiques, pouvaient et participer justement aux procédures d'ostracisation, etc., etc. Donc il dit, bon voilà, la démocratie athénienne au moins était plus égalitaire, puisque tout le monde pouvait devenir l'équivalent de ministre, et ce genre de choses. Bon, il y avait quelques postes qu'on ne pouvait pas atteindre sans avoir des diplômes. C'était en gros tous les ingénieurs qui étaient chargés en gros des eaux, c'est-à-dire de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau dans la cité. Il y avait 2-3 postes comme ça, il fallait vraiment être très très compétent. Autrement, tous les autres postes, n'importe qui, vous, demain, vous passiez la dichomasie, avec succès, vous pouviez être juge, juré, policier, tout ce qui s'occupe des intérêts de l'État. Et justement, la question moderne est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ce système-là qui est plus juste, puisque en gros, en démocratie, pour gagner du pouvoir, il faut avoir une influence médiatique, et on sait très bien que plus une personne passe à la télé, plus les courbes de sondage et de vote sont élevées pour cette personne. Donc en gros, si vous voulez un jour gagner les élections en France, il faut qu'on voit votre image et votre tête partout à la télévision, dans les journaux, etc., etc. Et donc, finalement, pour qu'une personne soit liée en démocratie à l'heure actuelle, il faut que cette personne ait un grand aura médiatique. Et pour avoir un grand aura médiatique, c'est simple, il suffit de payer beaucoup d'argent, et puis on a le droit à cet accès aux médias, etc. Et justement, ça veut dire que bien que dans la démocratie actuelle, pour gagner, il faut avoir de l'argent. Cet argent, on l'a pas forcément, donc il faut l'obtenir de la part de certains gens qui ont de l'argent. Et donc, finalement, la démocratie aujourd'hui s'achète, alors que c'était pas le cas dans la Grèce antique, puisque dans la Grèce antique, n'importe qui, sans argent, pouvait réussir à devenir, encore une fois, juge, équivalent de député, sénateur, etc. Donc,
question intéressante, est-ce que les Grecs ont une meilleure démocratie que la nôtre? Ben, on va voir ça, parce que je pense que c'est intéressant de se poser cette question à l'heure actuelle, puisqu'on vit en démocratie, autant de savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la démocratie grecque. Et tout n'est pas rose, tout n'est pas noir en démocratie, mais on va voir ça. Et c'est là d'ailleurs l'un des intérêts. Donc les Grecs sont d'horribles faux démocrates, où ils ont une démocratie approximative. Encore une fois, n'oubliez pas que un citoyen est quelqu'un qui est prêt à verser qui a versé son sang, ses parents ont versé leur sang pour la cité, et lui-même est prêt à le faire. Donc, euh, si on oublie ça, évidemment, on comprend rien, mais quand on sait ça, on peut se dire, oui, mais euh, est-ce que, justement, quand on est dans cette idée-là de la citoyenneté, est-ce que c'est transposable avec la démocratie telle qu'on l'a aujourd'hui? Et donc finalement, qu'on ait des démocraties représentatives correspond aussi à un état de l'électorat, donc des citoyens, et d'une notion de la citoyenneté qui est complètement différente dans la vie actuelle, qui est moins empreinte du patriotisme, et alors que la citoyenneté grecque est vraiment trempée de patriotisme et de la volonté de mourir pour sa patrie, pour les siens, pour sa ville, pour sa déesse, pour ses dieux, etc., etc. Voilà. Et pour finir, je vous dirais que une chose qui me semble importante, c'est que dites-vous bien que pour faire l'histoire des idées, d'une façon générale, pour je reviens à Michelet, à ce que je disais sur Michelet. Quand vous voyez des grands historiens en France qui ont régné pendant un siècle, on dit oh là là, qu'est-ce que Michelet il écrit bien, etc. Oui, mais en gros, un poète qui écrit de l'histoire, ça fait pas de l'histoire de qualité, ça fait de l'histoire qui est bien racontée, c'est tout. Mais si l'histoire est fausse, on n'a rien appris. Eh bien, le problème, c'est que quand on fait de l'histoire, d'une façon générale, et comme l'histoire est souvent récupérée, eh bien, on se retrouve toujours à avoir un problème qui est de est-ce que les sources sont fiables, est-ce que les gens qui écrivent l'histoire sont honnêtes. On sait que Thucydide est un noble, et donc quand il va écrire sur la guerre du Péloponnèse, est-ce qu'il est aussi honnête que ça, vu que je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais est-ce qu'il est honnête, sachant que forcément c'est pas forcément son camp politique qui était au pouvoir à l'époque. Est-ce que Hérodote, pardon, est honnête? Parce que Hérodote, franchement, il écrit beaucoup de bêtises. C'est super à lire Hérodote, c'est génial, mais il dit aussi beaucoup de bêtises, beaucoup d'anecdotes qui se sont jamais vérifiées, et donc il écrit un peu tout ce qu'on lui raconte, et parfois il écrit des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc on a un problème de sources fiables, et puis on a aussi un problème que ces sources, est-ce qu'elles n'ont pas des intérêts masqués, des intérêts idéologiques par rapport à leur temps, comme l'œuvre de Platon s'explique en grande partie par son amour des Spartiates. Mais quand vous avez compris ça, l'œuvre de Platon est tout de suite beaucoup remis à sa place. Enfin, euh, je dirais le deuxième problème, c'est de faire l'histoire des idées, parce que faire l'histoire c'est pas forcément simple, mais en plus l'histoire des idées, les idées ayant quelque chose d'un peu intemporel. Par exemple, aujourd'hui certaines personnes pensent que la démocratie française est en train de s'effondrer, etc. Donc il faudrait revenir à un système un peu plus dur où les gens supportent des plus grandes souffrances, qui va leur ramener une espèce de surplus moral ou de résilience dans la vie en général, et c'est cette résilience qu'on veut que les Français retrouvent dans une façon générale. Bon, euh, si vous voulez trouver quelqu'un qui va vous raconter ou vous parler de ça, vous allez vers les œuvres de Platon, ou vous allez peut-être vers les œuvres d'Aristote, ou vous allez peut-être, je sais pas moi, vers les œuvres de Voltaire, ou vous allez avoir certains auteurs que vous allez préférer à d'autres, parce que ces auteurs ont une vision idéologique qui va correspondre à celle que vous avez aujourd'hui. Donc il y a un double problème de faire l'histoire, déjà de l'histoire tout court et de l'histoire des idées encore plus, c'est que l'histoire tout court, vous avez les sources qui sont pas fiables, il y a des tas de biais idéologiques, et puis le deuxième, c'est que l'histoire des idées, c'est comme ces idées ont toujours influence des gens aujourd'hui, et bien si on leur dit euh, que si on leur dit que ces idées forcément ne sont pas construites de la façon dont ils pensent, ou ces idées sont très fortement critiquées par d'autres idées, etc., eh bien on se retrouve à avoir des tas de biais idéologiques, et c'est difficile d'avancer dans l'histoire, et encore plus dans l'histoire des idées,
Parce que encore aujourd'hui, il y a des tas de biais, d'intérêts idéologiques à avancer vers un, voilà. Et pour éviter tout ça, justement, eh bien, c'est ça l'intérêt de faire de l'histoire et d'aller soi-même au texte. Ça évite de passer par l'intermédiaire d'une personne qui, elle, est intéressée par ceci ou cela, mais c'est d'aller directement soit au texte et de trouver ce qu'on veut y trouver, mais surtout d'éviter de dire, voilà, telle personne, Platon dit ça, euh, un tel dit ça, et de piocher dans des textes littéraires ou philosophiques ce qui nous intéresse, en oubliant le contexte politique, en oubliant des tas de choses un peu annexes, mais qui expliquent tout. Encore une fois, vous pouvez facilement expliquer l'œuvre de Platon en disant cette simple phrase que Platon n'a peut-être pas dit, mais je suis sûr qu'il le pensait très fort. Athènes, ça aurait été extraordinaire si ça avait été Sparte. Et ben voilà, je pense que quand vous avez cette phrase-là en tête, vous pouvez relire tout Platon, vous verrez que chez Platon, il y a vraiment cette idée-là qui revient sans cesse, et donc Platon est plus un idéologue qu'un philosophe, mais on verra ça, voilà. C'est aussi qu'il avait proposé que les gens qui sont pas d'accord avec lui, on va brûler leur texte, hein, puisque Platon n'était pas un mec sympa, et voilà. Donc mais Platon a d'autres charmes qu'on verra au fur et à mesure. Donc voilà, je vous invite à continuer les vidéos. Là on va rentrer dans le cycle, le long cycle sur la Grèce antique, hein. Donc les prochaines vidéos, ça va être penser comme un ancien. Je vais peut-être même faire 2 vidéos là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire pour qu'on essaye d'arriver à penser comme un ancien. Ça va être l'Agone de l'Iliade à l'Éthos de l'Odyssée. Ensuite, ça va être Lycurgue, Solon, Pisistrate, etc., etc. Donc il y a des tas de choses à voir et voilà. Et puis quand on aura fait un peu d'histoire, puis on va parler de la philosophie, puis un peu avant les guerres médiques, on va parler de comment on faisait la guerre, puis on va introduire la bataille de Marathon et ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère faire quelque chose de bien construit dans lequel vous aurez un peu l'histoire des idées, un peu l'histoire telle qu'elle s'est passée officiellement, un peu les grands textes de littérature qui ont influencé les Grecs. Et avec tout ça, j'espère qu'à la fin, quand j'arriverai enfin à Aristote, quand j'arriverai enfin à la métaphysique d'Aristote, qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu, et quand on va enfin finir le cycle sur la Grèce antique, le dernier, je pense, dernier texte, ça sera le dernier texte, la dernière leçon, ça sera justement la grande leçon d'Aristote, où je vais essayer de mettre en parallèle tous les textes d'Aristote que j'ai pu lire, pour essayer de voir, de dépasser l'hellénisme, la période hellénistique, donc toute la fin avant que les Romains, si vous voulez, deviennent la grande nation de l'histoire, et ce soit plus les Grecs, et bien toute cette période-là, il y a justement ce côté génial des Grecs dans la philosophie grecque, c'est vers 3, justement après le 4e siècle avant Jésus-Christ, donc de 399 jusqu'à 301 avant Jésus-Christ. C'est toute cette période-là où il y a les plus grands philosophes, les plus grands hommes d'État, enfin peut-être pas les plus grands hommes d'État, mais en tout cas les plus grands philosophes. Et c'est cette période-là qui va nous intéresser. Et donc la dernière leçon, ça sera la grande leçon d'Aristote. Et vous aurez tellement de choses sur la Grèce antique que là, vous deviendrez incollables. Vous saurez tout, vous serez des vrais cracks. Et moi j'aurais fini quelque chose qui m'a pris 2 ans de travail, en même temps de tout le reste que je fais à côté, mais c'est 2 ans de travail et je les partage avec vous avec un très grand plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.